quelques petites remarques déjà, avant de faire la preuve. C'est bon, ben voilà, ce truc-là me fait une chaîne de Markov, mais ce que je sais a priori, c'est que mon M, la carte sous-jacente, le M, a été tiré sous PL. Donc c'est une carte finie. Donc il faut que cette chaîne de Markov, elle se termine à partir d'un certain moment. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est la seule façon pour elle de terminer? Je vous ai dit, la seule façon pour terminer, pour faire disparaître des trous, c'est qu'un trou de taille 2 se transforme en, après l'identification des deux arêtes, en une arête de la carte, avec deux sommets. Et ça arrive avec proba G00 sous un périmètre de taille 1. Donc ça arrive avec proba qui est W0 fois W0 sur W1. W0, c'est 1. Et W1, c'est, regardez la formule qui est là. W1, c'est H, chapeau de 1, ça c'est 1. 8, 1 fois 2 fois 3, bon, c'est un nombre. Mais bon, c'est strictement positif. D'accord? Ça ne dit pas que ça termine, parce qu'il se peut que vous créez beaucoup de trucs de longueur 2, mais en tout cas, vous avez une chance de terminer. Donc, c'est déjà pas mal. OK. Preuve. Alors, pour faire la preuve, on va déjà regarder ce qui se passe à l'étape n égale 0. D'accord? Que se passe-t-il à n égale 0? Alors, à n égale 0, j'ai une carte sous-jacente, M, dont je sais qu'elle est distribuée selon la loi de Boltzmann, PL, définie tout à l'heure. Et donc, j'ai E0. E0, je vous rappelle à quoi ça ressemble. Je fais exprès de varier les représentations. Des fois, je mets les trous à l'intérieur, des fois à l'extérieur. La constante, c'est que la face racine doit être toujours à l'extérieur. Ça, c'est ma face racine. Ça, c'est mon trou. Ça, c'est la face racine, donc de périmètre 2L. Donc, je sais que ce que j'ai à l'intérieur, M, est distribué selon PL. D'accord? Mon algorithme déterministe, encore une fois, me sélectionne une arête sur le bord. Ce n'est pas forcément l'arête racine. Hein. Peut-être que l'algorithme me dit, voilà, quand j'ai un 2L gone comme ça, avec juste un seul trou, je vais sélectionner l'arête qui est 4 pas sur la gauche. Peut-être. Pourquoi pas? Voilà, donc j'ai cette arête qui m'a été sélectionnée. Et donc, je veux voir quels sont les deux cas de figure. Hein. J'ai les événements C et les événements G, K1, K2. Quelles sont les probabilités respectives? Alors, quelle est la probabilité? Commençons par le plus simple. Quelle est la proba de voir l'événement C? Réfléchissez. Que faut-il imposer pour avoir l'événement C? Il n'y a pas 36 solutions à faire. C, cet événement arrive. Si et seulement si M est obtenu à partir de la carte ici sur laquelle vous rajoutez le quadrangle que vous voulez pour que ça fasse un événement de type C, je ne sais plus, c'était là, est obtenu à partir de cette carte-là en remplissant le trou là avec une quadrangulation de QL plus 1. C'est déterministe. Je vous dis juste que
ma carte M, si quand je sélectionne cette arête-là, je retrouve une face là, ça veut dire qu'elle est obtenue à partir de ce machin-là sur lequel je recolle une carte à l'intérieur. C'est la rigidité de mon opération de tout à l'heure. Je vous dis juste que, bah voilà, ça c'est en gros, je vous dis que bah, ça, si l'événement C arrive, ça c'est une sous-carte de M. Donc M est obtenue à partir de ça en remplissant. D'accord? Calculons la probabilité de ça. Quelle est la proba sous PL de cet événement-là? Bon, ben, là, on n'a pas à tortiller, on y va. C'est quoi PL? PL, on sait qu'on a notre fonction de partition, on divise par WL, et après on somme sur toutes les possibilités. Donc on somme sur toutes les possibilités. Toutes les possibilités, c'est toutes les cartes M du L plus 1 gone fois, et ici il faudra que je mette le poids de la carte que j'obtiens. Vous vous souvenez, hein, PL, c'est chaque carte arrive avec probabilité qui est 12 puissance moins le nombre de faces internes. D'accord? Donc si je mets, je ne vais pas l'appeler M, justement là je vais l'appeler Q. Donc si ma carte M est obtenue en recollant Q sur cette carte-là, quel va être le nombre de faces internes de ma carte M? Ça va être 12 puissance moins 1, parce qu'il y a une face là, et après 12 puissance moins le nombre de faces internes de Q. D'accord? Parce que le nombre de faces internes de M, c'est 1, cette face-là, plus le nombre de faces internes de Q, les faces là. D'accord? Bah ça fait quoi? Bah vous voyez que là, vous pouvez sortir le 1/12e, et puis vous avez 12 puissance moins le nombre de faces internes de Q sur tous les Q dans QL plus 1. Ça, c'est par définition WL plus 1. Donc vous obtenez bien ce que j'ai écrit, c'est-à-dire 1/12e de WL plus 1 sur WL. Donc la proba de transition, au moins pour le premier pas et pour l'événement C, c'est ce qu'on veut. OK? Regardons les autres événements. Laissez un peu de place parce que je vais écrire d'autres choses après. Alors, regardons cet événement-là. Alors maintenant, je dis la même chose. Je dis que G, K1, K2 arrive si et seulement si M est obtenu à partir de la carte qui est... Donc j'ai mon arête racine ici, j'ai 2K2 ici, j'ai 2K1 ici, ça c'était l'arête que j'étais en train d'éplucher, ça c'est les deux trous qui me sont créés par l'arête racine, est obtenu à partir de cette carte-là en remplissant les trous. Sous-entendu par des quadrangulations de bon périmètre. D'accord? Donc, bah, quelle est la proba que ça arrive? Bien, c'est 1 sur WL. Je somme sur toutes les possibilités. Et alors maintenant, les possibilités, je somme sur les Q1 qui sont dans Q de K1, ici, et Q2 dans Q de K2. C'est la quadrangulation que je vais mettre ici à l'intérieur et la quadrangulation que je vais mettre ici à l'intérieur. Et le poids qu'il faut que je mette, c'est 12 puissance moins le nombre de faces internes de M, la carte que j'obtiendrai. Mais c'est quoi le nombre de faces internes de M? Donc je l'écris, 12 puissance moins faces internes de M. Mais le nombre de faces internes de M, ici, c'est juste le nombre de faces internes de Q1 plus le nombre de faces internes de Q2. Donc ça, c'est juste produit. Face interne de Q1, 12 moins face interne de Q2. Donc, ma somme,
je peux la séparer, j'obtiens le produit, et j'obtiens bien WK1, WK2 sur WL. Là, il me faut des parenthèses. Ok, donc la proba de transition pour le premier pas, ça marche. Est-ce que j'essaye pour le deuxième? Ben, avant d'y aller pour le deuxième, je fais une petite remarque. Très importante. Conditionnellement à l'événement C. J'imagine que cet événement apparaît, que c'est un événement C qui apparaît. Quelle est la loi de la carte Q? D'accord? Donc, conditionnellement au fait que mon premier pas de piline me découvre un quadrangle, je sais qu'à l'intérieur, là, dans le trou bleu, j'ai une quadrangulation du 2L plus 2 Ghosn. Quelle est sa loi? Oui? Voilà, PL plus 1. Est-ce qu'ils sont vraiment trop forts ou est-ce que c'est complètement bidon? Peut-être un peu des deux. C'est complètement bidon. Bah oui. Regardez, calculons quelle est la probabilité sous PL que C arrive et que Q soit égal à un petit Q0 fixé. D'accord? Calculons ça. Je veux que C arrive et que Q soit égal à un Q0 fixé. Que vaut M? Bah, M, si vous savez que C arrive et qu'à l'intérieur vous avez une certaine quadrangulation Q0 fixée, il n'y a pas à tortiller. M, elle est obtenue en mettant le quadrangle ici et en collant Q0 à l'intérieur. D'accord? Donc ça arrive, ça c'est si et seulement si M égale à ce machin-là, et ici vous mettez Q0. Donc ça arrive avec proba, par définition, ça arrive avec proba 1 sur WL fois 12 puissance moins le nombre de faces internes de M, donc c'est le nombre de faces internes de Q0, et encore 1/12e pour celle-ci. Donc, si vous conditionnez par rapport à l'événement C, vous faites sauter ces machins-là. Ok? Donc, je le réécris maintenant. Hop. Je ne pensais pas que ça prenait tant de place, mais maintenant, PL de 1Q égale Q0 conditionnellement à C. Vous divisez par la proba qu'il y a là, et qu'est-ce que vous obtenez? Vous obtenez 12 puissance moins nombre de faces internes de Q0 divisé par WL plus 1. Ah ben voilà. Donc, Q est bien distribué selon PL plus 1. Ça, c'est cool. C'est cool, pourquoi? Parce que si vous savez que, en faisant le premier pas de votre chaîne de Markov, vous avez la bonne proba de transition, si vous tombez sur un événement de type C, bah vous savez que le trou qui vous reste, dans le trou qui vous reste, c'est encore Boltzmann. Donc vous pouvez faire le même calcul. Allons voir de l'autre côté maintenant. Même chose. À votre avis, conditionnellement à l'événement GK1, K2, j'ai deux quadrangulations qui bouchent les deux trous, Q1 et Q2. Que dire de la loi de Q1, Q2? Oui? Voilà. La loi de Q1, Q2, c'est juste PK1 indépendant PK2. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que votre chaîne de Markov, ici, vous pouvez la réaliser de cette façon, en disant, OK, le pas de pinning, j'ai mon arrêtant jaune que je veux éplucher, je tire selon les probas de transition qui sont là,
pour savoir si j'ai un événement de type C ou un événement de type G, K1, K2. Et après, une fois que j'ai tiré selon ces trucs-là, j'ai soit un trou, soit deux trous. Mais dans tous les cas, les cartes qu'il y a dans les trous sont indépendantes et de loi de Boltzmann. Indépendantes et de loi de Boltzmann. Donc le calcul que je viens de faire à la première étape se propage de façon immédiate, parce que tous les trous sont indépendants. Donc si je choisis une arête dans un trou, je m'en fiche des autres. On va parler jusque-là. Elle est là sous-jacente. On ne la connaît pas. Nous, on ne la connaît pas. C'est-à-dire qu'il y a le mec au-dessus avec sa grande barbe qui connaît la carte, mais nous, si prosaïquement on la découvre pas à pas, on peut imaginer que dans chaque trou, c'est indépendant avec des lois de Boltzmann. Oui ? C'est indépendant de la carte explorée, ce qui répond au passage à la question tout à l'heure sur l'algorithme aléatoire. Oui, si vous voulez. Oui. Moi, je préfère juste le voir là, prosaïquement, comme une chaîne de Markov, toute bête. Là, je viens de vous montrer que le pinning a des probas de transition qui sont juste des chaînes de Markov toutes bêtes. C'est clair comment ça se propage après ces choses-là? Je l'écris peut-être. Vu que les trous sont indépendants, ouais, bon, ça se propage. Ça ne sert à rien d'écrire plus que ça quand c'est clair. OK. C'est clair pour tout le monde? Donc, si je résume, quand ma carte sous-jacente, c'est une loi de Boltzmann, c'est une carte de Boltzmann, et que j'ai exploré après un certain nombre de pas de peeling, que j'ai exploré une certaine sous-carte EN, les cartes qui sont dans les trous sont indépendantes de loi PL avec le L qui est juste le bon périmètre. Au passage, ça répond juste à ta question. La seule contrainte qu'on a, c'est les K1, K2 qui doivent être le bon périmètre. Oui, donc, ce que je veux dire, c'est que toutes les suites de K1 et K2 arbitraires ne sont pas possibles. Il y a des conditions. Voilà, oui. C'est tout. Mais la seule condition, c'est la triviale, celle qui dit que les périmètres sont bien compatibles. OK. Alors, en particulier, et ça, c'est pas trivial, si je vous donnais, je vous donne rien, je vous dis juste, regardez cette chaîne de Markov avec les probas de transition là, ben, elle termine. C'est-à-dire, il y a un moment, il n'y a plus de trous. C'est franchement pas trivial. Si vous regardez juste la tête des probas de transition, il se peut que vous créez des trous, vous en créez, d'accord, vous en bouchez quelques-uns, mais vous en créez, il se peut que ça continue ad vitam aeternam. Ben non. Alors, maintenant on arrive aux probas rigolotes. Bon, c'était déjà rigolo ça, mais... Alors regardons ces probas de transition. Donc les probas de transition, vous avez vu, ça ne dépend que de la taille du trou sur lequel on s'est placé. Normal parce que les cartes dans les trous sont indépendantes. En particulier, les probas de transition, vous voyez, ça ne dépend pas des autres trous et ça ne dépend pas de la taille de la carte que vous avez déjà explorée. Bien. Regardons celui-ci. Je vous rappelle, zut, je l'ai effacé. Je vous rappelle, WL, c'est 8 puissance L fois H flèche de L divisé par L, L plus 1, L plus 2. Et ça, c'est à peu près racine de L. Constante racine de L. C'est ça. Prenez ça et faites tendre Ln, la taille du trou, vers l'infini. Imaginez que je considère un pas de peeling sur un trou de taille très très grand. Donc W L plus 1 sur WL 1/12. Quand L tend vers l'infini, ça tend vers quoi? Bien, ça, c'est le facteur exponentiel qui va l'emporter. Donc, ça tend vers 8/12. Et 8/12, si je ne m'abuse, c'est 2/3. D'accord? Donc, asymptotiquement, quand le trou est très grand,
la proba de transition d'avoir l'événement C, c'est asymptotiquement 2 tiers. Regardons celle-ci. Donc celle-ci, je vous rappelle, hein, c'est K1, c'est le truc sur la gauche, 2K1 et ici 2K2. Et je dois avoir K1 plus K2 plus 1 qui fait L. Et mon arête, elle est ici. Donc, si je veux faire tendre L vers l'infini, il ne faut pas que je fasse n'importe quoi. Le K2, ça doit être L moins K plus 1. D'accord? Je divise par WL. Vers quoi ça tend, ça? Hein, parce que je dois avoir K1 plus K2 plus 1 qui fait L. C'est bien le cas maintenant. Donc vers quoi ça tend quand L tend vers plus l'infini? Bien pareil, là c'est les facteurs exponentiels qui vont l'emporter, donc ça tend vers WK fois 8 puissance moins K moins 1. Oh bah regardez, hein. Le WK, il est explicite, donc c'est juste H chapeau de L divisé par 8 L, L plus 1, L plus 2. D'accord? Maintenant, regardons autre chose et regardons... Pardon, merci. Merci. Regardons ce qui se passe. Donc là, ces asymptotiques, hein, là j'étais en train de faire des asymptotiques grands trous. Donc j'imagine que j'ai un trou vraiment très grand, 2L est très 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 grand, et j'ai mon pas de peeling ici. Qu'est-ce qui se passe quand j'ai un événement de type C? Je vous ai dit, dans un événement de type C, la taille du trou, elle augmente de 4 moins 2, elle augmente de 2. Donc elle augmente de 1 en demi-périmètre. Hein, si j'ai un trou de taille 2L, alors ce mec-là, c'est 2 facteurs de L plus 1. D'accord? Donc ça, c'est le trou, le périmètre du trou fait plus 1. Le périmètre fait plus 1. Sur un événement ici de type, donc ça c'est les événements de type G, ça c'était G, K, L moins K moins 1. Là j'ai 2 trous. D'accord? Mais il y en a un qui est macroscopique. Si je démarre d'un trou immense, L, j'ai le nouveau trou qui est macroscopique, ici c'est mon 2K2. Quel est le périmètre qu'il a perdu? Ben, il a perdu cette petite partie-là. D'accord? Il a perdu cette petite partie-là. Là, le périmètre macroscopique, là, il fait moins... Le demi-périmètre, pardon. Le demi-périmètre fait plus 1, et là, le demi-périmètre fait moins K1, moins 1. Mais il y a une autre façon de faire pour que le périmètre baisse de K moins 1, c'est que je perde une petite partie, non pas sur la gauche, mais sur la droite. D'accord? Donc, tout ça nous amène à considérer la mesure suivante, définition. On pose nu de 1 égale 2 tiers et nu de moins k moins 1 est égal à 2 fois W
k fois 8 puissance moins k moins 1. C'est la variation des très grands périmètres quand je fais un pas de peeling. Donc ça, c'est pour k plus grand que 0. Ce sont des nombres. Eh bien, nu est une mesure de proba. C'est pas ultra évident. Pourquoi? Parce que j'ai pris des probabilités de transition pour une chaîne de Markov. Donc les probas de transition pour une chaîne de Markov, si je les somme, ça fait 1. Mais j'ai pris des limites. Donc je pourrais perdre un peu de masse. Ce qui est clair, c'est que c'est une sous-mesure de probabilité. Le fait qu'on n'ait pas de masse qui soit perdue, c'est pas si évident que ça. Mais dans notre cas, c'est complètement bidon, parce que dans notre cas, on a des formules explicites. Regardez. H de L, je vous rappelle, hein, c'est factoriel 2L divisé par factoriel L fois 2 puissance moins 2L fois 2L. Un nombre. Donc là, vous pouvez le voir bêtement comme un calcul. Si vous voulez. Il y a des raisons plus profondes, hein, mais là, on peut le voir comme un calcul. Mieux, nu est centré. Qu'est-ce que ça veut dire centré? Ça veut dire que la somme des k nu de k pour k dans z, ça fait 0. Pareil, là c'est pas du tout évident, mais on peut aussi le voir, nous, bêtement, par un calcul. Soit vous voulez le faire à la main et vous en avez pour 2 jours, soit vous utilisez Mathematica et il vous crache la solution tout de suite. Hein. Enfin, 2 jours, j'abuse, mais... Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous prenez l'interprétation, ça veut dire que si vous prenez un trou immense de taille 2L et que vous faites un pas de peeling dessus, à partir de maintenant, quand je dis ça, c'est toujours sous-entendu, on est sous la mesure de Boltzmann, etc. Eh bien, la variation du demi-périmètre du grand trou c'est à peu près nu. C'est une mesure de proba et c'est centré. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les très grands périmètres, eh bien, en moyenne, quand je fais un pas de peeling dessus, ben, leur périmètre, ça peut augmenter de 1, ça peut diminuer de beaucoup, mais en moyenne, c'est centré. Donc, ça paraît tout à fait naturel de considérer S, Sn, x1 plus xn, c'est une marche aléatoire de pas indépendants de loi nue. Parce que on va faire nos pas de peeling. Remarquez quelque chose. Donc c'est une marche aléatoire, les incréments sont entiers. Ça ne fait pas des pas de plus que 1. Pour ceux qui connaissent, ça va être très sympa. C'est des marches skip-free, on va pouvoir avoir les formules de Kemperman et des choses comme ça. Le lemme cyclique va bien marcher, c'est très cool. Mais il y a un truc qui est embêtant, mais qui n'est pas si embêtant que ça, en fait, c'est la queue gauche de ma mesure nue. Quand k est grand, donc k est négatif ici, quelle est la probabilité que je fasse un pas négatif de taille moins k? C'est à peu près ce machin-là. Ce machin-là, regardez-le là-bas, c'est, ah bah tiens, le factoriel exponentiel, il est tué pile poil par ce machin. J'ai le h de L qui est à peu près racine divisé par L cube, donc c'est à peu près en k moins 5 demi. K moins 5 demi. Ah, on n'a pas de variance. Parce que, je vous rappelle, exercice, hein, la somme des k carrés fois k moins 5 demi, c'est pas sommable. Donc il n'y a pas de variance. Il y a un premier moment, mais il n'y a pas de variance. Donc pour cette marche aléatoire, le théorème central limite ne va pas marcher. Et donc il va falloir utiliser des raffinements du théorème central limite
dans le cas des variables, ici, dans le domaine d'attraction des lois stables. Donc, je reviendrai là-dessus la semaine prochaine, mais je veux déjà que vous cogitiez un petit peu là-dessus. Il y a aussi une autre chose qui est magique. Oui, allez, je vais la présenter comme magique. C'est les choses qui ont attrait avec cette fonction h. Si vous faites le calcul, vous voyez que h flèche, donc c'est une fonction, hein, je vous rappelle, je l'écris une dernière fois, 2L fois 2 puissance moins 2L, 2L, L. H est harmonique en 1, 2, etc. pour S est nul en moins 2, moins 1, 0. Qu'est-ce que ça veut dire être harmonique pour une marche aléatoire? Ça veut juste dire que si vous vous mettez en un point K plus grand que 1, allez, je vais dire L plutôt, et que vous regardez H de L plus K nu K, et ici vous sommez sur tous les K dans Z, eh bien vous tombez sur H au point L. Encore une fois, ici, il y a des raisons très profondes, mais je n'ai pas envie d'entrer dans les détails, donc imaginez que c'est aussi un calcul qui nous donne ça. Et là, je vais faire petite digression mathématique très bébête, mais pour ceux qui ne l'ont jamais vu, c'est très important. Là, j'ai ma marche S, qui est une marche aléatoire dont les incréments sont donnés par là-bas, les nus. Qu'est-ce que ça voudrait dire la même chose pour le cas de la marche aléatoire simple classique? K de la marche aléatoire simple, c'est-à-dire, je vais l'appeler Zn. Zn, c'est x1 plus xn. Ça, c'est des plus ou moins 1 avec proba 1,5. D'accord? Est-ce qu'on a un équivalent de la fonction h flèche? Est-ce qu'on a une fonction qui est harmonique pour la marche aléatoire simple, harmonique en 1, 2, 3, 3, 1, et qui est nulle partout ailleurs? Donc en 0, en 1, en 2, en 3, en 4. Là, ma fonction h flèche, il faut qu'elle fasse 0. Et je veux qu'elle soit harmonique en 1, en 2, en 3, en 4, etc. À votre avis, que peut valoir la valeur en 1? Qu'est-ce que ça veut dire être harmonique pour la marche aléatoire simple? Ça veut dire que si je prends la valeur en 1, que j'ajoute 1, c'est-à-dire que je prends la valeur en 2 avec probabilité 1,5 et la valeur en 0 avec probabilité 1,5, eh bien, je dois retomber sur 1. C'est tout con, là. Ça veut juste dire que la valeur en 1, c'est la moyenne de la valeur en 2 et de la valeur en 0, le barycentre. Pareil, la valeur en 2, c'est la moyenne de la valeur en 1 et de la valeur en 3. Il n'y en a pas 36 000 des fonctions comme ça. Hein. C'est les fonctions linéaires. Donc h égale alpha h est égal h de L est égal à petit a fois L. Prenons a égale 1 par exemple. Donc là, il y a une fonction harmonique pour la marche aléatoire simple, c'est juste la fonction h de L égale L, par exemple. OK. Et alors maintenant, il y a un truc très général. Quand vous avez des fonctions harmoniques
Et des chaînes de Markov, si vous êtes probabiliste ou si vous êtes analyste, vous ne pouvez pas vous empêcher de faire des H transformes. Donc quand vous avez une chaîne de Markov alors la chaîne de Markov, je vais juste la voir comme un noyau de transition, hein, Pxy, sur un espace discret. Alors pensez ici, la chaîne de Markov, bah, c'est Zn sur la marche sur Z. D'accord? Et vous avez une fonction harmonique, vous avez H qui est harmonique sur A complémentaire et nul sur A. Ici, A, c'est Z- et A complémentaire, c'est Z plus étoile. Ouais, je vais le noter comme ça. Eh bien, ce que vous faites, c'est que vous définissez une nouvelle proba de transition, Q de XY. Ça s'appelle une H transforme. Double H transforme. Vous posez ça péremptoirement. Q de XY égale P de XY fois H de Y, c'est là où vous arrivez, divisé par H de X, là d'où vous partez. Bien entendu. Et H, oui, harmonique positive. Merci. Vaut mieux. Les probas négatives. C'est facile de voir que dès que vous prenez des points x, y tels que les h tels que h de x n'est pas égal à 0, que si vous sommez sur tous les y, ça fait 1. C'est juste la propriété d'harmonicité de h. Vous faites la moyenne des h de y en partant de x, vous tombez sur h de x. Donc le fait que ce soit une proba de transition, c'est gratuit. D'accord ? Et qu'est-ce qui se passe? C'est une nouvelle chaîne de Markov, d'accord, très bien. Bon. C'est facile de voir que cette chaîne de Markov, elle ne va jamais aller voir des valeurs y, telles que h de y vaut 0, parce que la proba de transition vaut 0 de tomber sur un truc 0. Donc cette nouvelle chaîne de Markov, cette chaîne reste dans A complémentaire. Elle ne va jamais toucher A. Et en fait, il y a des critères assez généraux. Ça, c'est la bonne façon de faire pour dire que c'est la chaîne, c'est égal à la chaîne P conditionnée à rester dans A. Complémentaire. Pardon? Quand H est unique, oui. Alors, il y a plein de façons de conditionner, mais je ne savais pas que j'avais un expert dans la salle. Pour les marches centrées, même pour les marches qui oscillent, ça marche. Mais effectivement, dès que la marche a un drift, il y a plein de façons de conditionner, on n'obtient pas les mêmes choses. Dans notre cas, c'est l'unique façon. Je le dis juste pour ceux qui n'ont jamais vu, dans le cas de la marche aléatoire simple, si vous faites ça, quelles sont les probas de transition que vous allez obtenir? Q de I plus 1, donc si vous vous mettez en I, un I positif, vous avez un petit peu plus envie d'aller vers I plus 1 que vers I. Donc ça, c'est I plus 1 sur I fois 1,5. Eh bien, si vous regardez cette chaîne de Markov-là, vous la faites démarrer de 1, elle ne va jamais toucher 0, elle va un peu évoluer comme une marche aléatoire, elle ne va jamais toucher 0, et c'est le processus que vous obtenez, vous pouvez, en un sens très précis, dire que c'est la marche aléatoire simple conditionnée à ne jamais toucher les négatifs. Et on va voir, alors je pense la semaine prochaine, qu'il y a la même chose qui va se passer ici. On a une marche aléatoire distribuée
comme ceci avec nos pas IID. Et on a une fonction h harmonique nulle sur les négatifs quand on va faire les h transforms. Et vous allez voir comment ça va apparaître la semaine prochaine. On l'interprétera comme la marge conditionnée à ne jamais devenir négative. Je vous laisse digérer tout ça et je vous donne encore un petit peu à manger pour la semaine prochaine. Je vous incite vraiment à essayer de faire l'exercice dans le cas de la marche simple. Là, c'est très facile de voir que si vous prenez votre marche simple, vous la faites démarrer de 1, et par exemple, vous la conditionnez à jamais toucher 0 jusqu'au temps n, par exemple, et vous faites tendre n vers le plus infini, alors vous convergez vers le processus qu'on vient de décrire avec ces probas de transition. OK. Chapitre 4. Quadrangulation aléatoire infinie. Le demi-plan. Ce qu'on va vouloir faire maintenant, avant d'étudier plus en détail le peeling process, le processus d'épluchage, je vais vous définir deux objets, deux quadrangulations aléatoires. Une va avoir la topologie du demi-plan, l'autre la topologie du plan. Vous vous souvenez de la semaine dernière, j'avais, dans une définition, parlé des cartes infinies du plan, qui sont des cartes avec un seul bout dont toutes les faces sont finies, et les cartes infinies du demi-plan, qui sont des cartes à un bout dont une seule face est infinie. Je vais commencer par le demi-plan. Alors, allons-y directement avec le théorème, et j'explique après. Théorème, on a la convergence en loi pour D-loc, la topologie locale, introduite la semaine dernière, PL converge vers un certain truc que je note P infini, où P infini est supporté, c'est une mesure de proba, supportée par les quadrangulations du demi-plan. Qu'est-ce que c'est ces objets, quadrangulation du demi-plan? Eh bien, ce sont des cartes infinies qui ont une face infinie, qui est forcément, dans ma définition, la face à droite de l'arête racine. Je ne vais pas forcément la mettre. Voilà, j'ai mon arête racine, j'ai une face à droite. Etc. Et à l'intérieur, là, j'ai des quadrangles. Etc. Et ça s'en va. Et il n'y a qu'un seul bout. C'est des choses comme ça. Donc, la face externe, la face à droite de l'arête racine, c'est celle-ci. C'est une face infinie. D'accord? Donc, que dit ce théorème? Ce théorème dit que si vous prenez une grande quadrangulation de Boltzmann avec périmètre 2L, quand L est très très grand, ça va converger en loi vers une quadrangulation aléatoire infinie du demi-plan. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ben, rappelez-vous la semaine dernière, quand j'avais une carte M, je vous avais défini BR.
dr, c'était la boule de rayon R, c'était je gardais les sommets et les arêtes qui étaient à distance R. Cette convergence-là, elle veut juste dire que si vous fixez une boule de rayon R, M0, et que vous regardez quelle est la probabilité que, sous la loi de Boltzmann, votre boule de rayon R ressemble à un certain truc, eh bien ça converge, quand L tend vers plus l'infini, vers la même chose sous cette loi P infini. C'est équivalent. C'est convergence des statistiques locales. OK ? Alors, je vais faire une preuve fausse. Et j'espère que je n'aurai pas le temps de la terminer comme ça. Parce que si j'ai le temps de la terminer, après je suis obligé de vous dire pourquoi elle est fausse. Parce que si je n'ai pas le temps de la terminer, vous avez le temps de voir pourquoi elle est fausse et corriger pour la semaine prochaine. Comment on va démontrer un truc comme ça ? Comment ça s'appelle le titre du cours ? Ouais, on va éplucher. Preuve, on va éplucher. Alors, qu'est-ce qu'on veut faire ? On veut montrer que des boules de rayon R dans PL, ça converge vers des boules de rayon R dans P infini. Donc, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut prendre notre carte de Boltzmann, on veut commencer à éplucher autour de la racine pour découvrir la boule de rayon R. Et on veut se dire que, bon, bah voilà, l'objet aléatoire qu'on a là, quand L est très très grand, il converge en loi. Donc, preuve, on veut éplucher autour de la racine. Autour de l'origine, je vais dire, pour découvrir MR. Pour ça, il faut que vous me donniez un algorithme. Parce qu'un procédé d'épluchage, on a juste besoin de se donner un algorithme. Qu'est-ce que je vais prendre comme algorithme ? Eh bien, je vais dire A, que je vais noter A métrique, d'une carte avec des trous. Il faut que je vous dise quelle arête je vais éplucher. Qu'est-ce que vous avez envie d'éplucher ? Vous avez envie d'éplucher l'arête la plus proche de l'origine. Pour essayer de découvrir déjà tout ce qu'il y a autour de l'origine, pour ensuite aller plus loin. Donc, c'est une arête appartenant à active de E qui a une extrémité la plus proche de l'origine, que j'avais noté ρ, je vous rappelle, c'est le sommet origine de l'arête racine, dans E. D'accord ? Donc, vous avez votre carte, vous avez certains trous, vous avez l'origine ici. Zut. Voilà, ça c'est l'origine. Eh bien, l'arête que vous allez éplucher, c'est une arête telle que la distance ici à l'origine est la plus petite parmi tous les sommets sur la frontière active. Min, ça c'est minimum. Alors vous allez me dire, oui, non, mais il se peut qu'il y ait deux arêtes qui ont... Alors par exemple, est-ce que je vais éplucher celle-ci ou celle-ci ? Je décide, alors je vais dire qu'il y a une extrémité dont l'extrémité gauche
Donc l'extrémité gauche, c'est ce point-là. Et la plus proche de ρ dans E. Ah, mais vous allez me dire, oui, non, mais d'accord, mais il se peut peut-être qu'il y ait une autre arête dont l'extrémité gauche aussi est la même distance à l'origine. Et bien là, vous choisissez de manière déterministe. S'il y a des litiges, on choisit de façon déterministe, a priori, c'est-à-dire pareil, vous êtes donné une fois pour toutes un énorme catalogue de tous les litiges possibles, et à chaque litige, vous avez vous avez choisi un des représentants. Choisir de façon déterministe. OK. Voilà, c'est un algorithme. Vous voyez ce qu'il fait, hein? Alors, on va regarder un tout petit peu ce qu'il fait. Vous démarrez, vous avez par exemple, ça c'est la face racine. Et votre trou est ici. Donc à la première étape, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez éplucher. Là, il y a une unique arête dont l'extrémité gauche est la plus proche, c'est cette arête-là. Donc vous épluchez, par exemple, vous trouvez ça. Après, pareil, vous devez éplucher une arête dont l'extrémité gauche est la plus proche de l'origine. Ben là, c'est ça. Donc, par exemple, là, vous trouvez un truc comme ça. D'accord? Après, vous épluchez celle-ci. Et là, en épluchant celle-ci, vous vous rendez compte que vous avez identifié. Et là, bah, vous devez choisir, là, toujours l'origine, vous devez choisir une arête dont l'extrémité gauche est la plus proche de l'origine. Là, bah, là, il y a plusieurs choix. Il y a par exemple celle-ci et il y a celle-ci. Celle-ci ou celle-ci. Choisissez de façon déterministe, celle-ci par exemple, et hop, vous tombez sur un truc comme ça, etc., etc., etc. OK? Vous voyez ce qu'il fait cet algorithme? Très bien. Alors maintenant, ce que je dis, c'est que si vous regardez E0, E1, En, donc sous PL, donc cette chaîne de Markov, j'ai bien envie de dire, la structure de la preuve, c'est de dire, bah, cette chaîne de Markov, elle va converger quand L tend vers l'infini vers une certaine chaîne de Markov. Pourquoi? Bah, rappelez-vous, au tout début, rappelez-vous des probas de transition. Donc quand j'ai un L énorme, là j'ai l'origine. Si je veux découvrir l'origine, vous vous souvenez, les probas de transition, c'est WL plus 1 sur WL 1/12e pour les événements de type C. Et ça tendait vers nu de 1. Donc en gros, ce que je suis en train de vous dire, c'est que les événements de type C, les événements de type G, K1, K2, etc., ils vont apparaître avec une probabilité, les probas de transition vont converger vers des trucs limites. Donc on devrait se dire, bah oui, d'accord, on va pouvoir avoir convergence de cette chaîne de Markov. Mais ça, c'est trivialement faux. Pourquoi c'est trivialement faux? E0, qu'est-ce que c'est? C'est un truc de périmètre 2L. C'est une carte de périmètre 2L. Donc ça change tout le temps. Quand je passe de 2L à 2L plus 2 à 2L plus 4, ça change tout le temps. Je ne peux pas dire que ça converge. C'est une raison un peu idiote. C'est parce que dans cette chaîne de Markov, en fait, j'ai le L qui est encodé. Le L, je sais, il est là. Donc ça ne peut pas converger en loi. Donc je vous laisse réfléchir pour la semaine prochaine à comment essayer de contourner ce petit obstacle. Et après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser ce qu'on a fait, là, les convergences des probas de transition, avec cet algorithme A métrique, pour avoir la convergence de cette chaîne de Markov, et ça va nous définir le P infini. Donc la semaine prochaine, on fait ça, on fait le cas du plan, et après, on attaque les applications.